Dans l'actualité française à présent, le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, l'avait déjà annoncé hier soir. Et bien ce matin, il a justifié à nouveau l'interdiction du port de l'abaya dans les établissements scolaires dès la rentrée. L'abaya, c'est cette longue robe traditionnelle portée par certaines élèves musulmanes. Lors d'une conférence de presse de rentrée, il a appelé ce matin à faire bloc contre les atteintes à la laïcité. On écoute tout de suite Gabriel Attal. Notre école est testée continuellement, nous le savons. Ces derniers mois, nous le savons, les atteintes à la laïcité se sont considérablement accrues, avec notamment le port de tenues religieuses comme les abayas ou les camis, qui ont fait leur apparition et se sont installés parfois dans certains établissements. La fermeté de la réponse de l'école est mise à l'épreuve par ces nouveaux phénomènes, face parfois aux coups de boutoir, aux attaques, aux tentatives de déstabilisation. Nous devons faire bloc et nous allons faire bloc. Faire bloc, c'est être clair. Et j'ai eu l'occasion de le dire, l'abaya n'a pas sa place dans nos écoles, pas plus que des signes religieux. Salam alaikum, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc le sujet est lancé, l'interdiction de l'abaya à l'école. Et ce soir, pour cette chronique hebdo avec Monsieur Cohen, nous allons parler à ce sujet, bien sûr, et on fera un petit tour éventuellement de l'actualité en général. Bonsoir, Monsieur Cohen. Bonsoir, bonsoir à tous. Merci encore une fois d'être au rendez-vous. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Donc, le sujet est lancé. Gabriel Attal a été ferme dans son discours qu'il a annoncé lundi 28 août, l'interdiction de l'abaya à l'école. Et du coup, je vais vous laisser la parole à ce sujet. Et bien sûr, bonsoir à ceux qui sont sur Twitter. Salam alaikum à tous. Pour celles et ceux qui veulent interagir, je vais mettre peut-être Samsoul en code si elle le veut bien. Et n'hésitez pas à venir prendre la parole et échanger avec nous à ce sujet. Merci. À vous l'honneur, Monsieur Cohen. Ok. Alors, oui, je rebondis sur le terme. Le ministre a été très ferme. On est très ferme avec, comment dire, avec les esclaves. C'est-à-dire parce qu'on peut les fouetter comme on veut, on peut les traiter comme on veut, on peut les insulter, on peut les écraser. On est quasiment on a l'impunité. Qu'il essaye, évidemment, le système ne ferait jamais ça avec d'autres groupes qui s'imposent de manière ou d'autre. Bon, si vous voyez ce que je veux dire, mais enfin, je vais pas. Voilà. Et donc, en fait, ce qui apparaît d'évidence, on a sorti l'abaya comme une espèce de carte, un atout, un joker, voilà. L'islam ou les musulmans sont devenus en France une variable d'ajustement de la politique du gouvernement. Voilà. On a envie de détourner l'attention, hop, on sort un truc de l'islam. On a envie de montrer sa fermeté, eh ben on a un groupe qu'on peut traiter, comme j'ai dit tout à l'heure, un groupe corvéable à merci, qu'on peut manipuler comme on veut. Et donc, on sort cette carte. On veut couper l'herbe sous les pieds, par exemple, du Rassemblement national qui aurait pu prendre cette affaire en main. Eh bien, on sort cette carte. D'abord, je vous rappelle que l'abaya n'a rien de religieux, d'après ce que j'ai compris. Voilà. C'est-à-dire, c'est un vêtement traditionnel, disons. Et je rappelle une chose, c'est que l'hypocrisie gouvernementale, je vais vous la démontrer. Il y a une dizaine d'années, ou 7-8 ans, je ne me souviens plus, je ne sais pas si vous vous souvenez, des jeunes filles musulmanes avaient commencé à porter une jupe longue à l'indonésienne. Bon, si vous voyez un peu le style, voilà. Et donc, bon, cette jupe n'a rien de religieux.
elle n'a fait l'objet d'aucun arrêté. Elle n'a fait l'objet d'aucune loi. Mais c'en était trop, vous savez, je vais essayer d'interpréter après, de donner une interprétation de ce qui se passe actuellement. Et donc, les filles qui portaient cette jupe, au bout de quelques jours, le système s'est mis en place, c'est-à-dire elles étaient convoquées, mises à pied 2 jours et menacées des pires sanctions si elles recommençaient. Alors ça, c'est en toute illégalité, parce qu'aucun texte ne le prévoyait. Et donc, ces filles se sont soumises. En fait, ce que je voudrais élargir le propos à propos de la baya, à propos de cette jupe, à propos du voile à l'école, à mon avis, la laïcité n'a rien à voir. Enfin, c'est une interprétation de ma part, c'est ma vision que je développe depuis une quinzaine d'années, ou même peut-être plus, mais depuis une quinzaine d'années, parce qu'avant, il n'y avait pas les réseaux sociaux et je n'avais pas la possibilité de m'exprimer de manière publique. Bon. Et donc, mais par exemple, je vous renvoie à une conférence que j'avais faite avec Alain Soral à Marseille en 2015, où j'ai traité longuement de cette question. Et à l'époque, j'avais dit une chose, c'est que le gouvernement français, sous l'impulsion d'un certain lobby, a déclaré la guerre aux musulmans, aux maghrébins en France. Et pas seulement depuis il y a 10-15 ans, depuis les années 80. Vous remarquerez qu'il y a un parallèle aussi qui est intéressant, c'est qu'à partir des années 80, on a commencé à parler de la Shoah et à réprimer les gens qui, plus ou moins, contestaient ce fait historique, etc. Par exemple, avant, jusqu'en 1980-81, il y avait une liberté quasi générale. Par exemple, un Faurisson s'exprimait dans le monde. On ne voyait rien de mal. Enfin, je veux dire, après tout, c'est un fait historique et on pouvait en parler. Et à partir des années 80, j'ai l'impression que moi, mon interprétation est la suivante. C'était le début de la contestation en Israël. C'était déjà l'annonce de la première intifada. Israël était dans ses petits souliers parce que, aux yeux du monde, il était l'occupant, c'est-à-dire c'était un peu comme l'armée française en Algérie. Il y avait les tanks qui circulaient dans les rues, qui tiraient sur les gens, et il y avait une résistance. On avait l'impression qu'il y avait réellement une guerre d'occupation. Et les sionistes voulaient absolument modifier cette perception très pénible pour eux à l'étranger. Et c'est là où on a commencé à parler beaucoup de la Shoah. Vous savez que dans les années 50, 60, 70, on n'en parlait quasiment pas. Mais à partir des années 80, on a sorti cette histoire qui était déjà vieille de 30 ans et on l'a remise au goût du jour. Et on a matraqué la France et l'Europe et l'Amérique de ce fait historique de la Shoah. Mais pourquoi? Parce que ça donnait un blanc-seing à Israël. C'est-à-dire que, ok, c'est un pays occupant, mais le drame de la Shoah faisait oublier, au moins en partie, la cruauté de l'occupation sioniste. Voilà, c'est un pays qui a souffert, etc., etc. Et on a préparé les esprits à avoir
une espèce d'indulgence pour les sionistes. Et parallèlement à ça, dans les années 80, en 1983, il y a eu la marche des beurs. Je rappelle pour les plus jeunes, c'était une marche de dizaines de milliers de Maghrébins, de jeunes Maghrébins, qui n'avaient aucune revendication ethnique, religieuse, de voile, communautariste. Ils disaient, nous voulons être français, considérez-nous comme des citoyens français. Mais là, ça a créé la panique dans ce fameux lobby judéo-sioniste. Pourquoi? Parce que la crainte de ce lobby, c'est que ces Maghrébins soient intégrés, considérés comme des citoyens à part entière de la République française, intégrés dans la République, et à qui on donnerait les places qui leur reviendraient dans les médias, dans la politique, etc., et qui feraient concurrence à la toute-puissance du lobby, du fameux lobby. Et là, c'est là où BHL, Julien Drey, dont je ne vous rappellerai pas comment dire, les attaches, bon, ont créé SOS Racisme pour détourner le combat maghrébin et le rendre à leur sauce. Et c'est à partir de ce moment-là que l'islamophobie va devenir une politique d'État. Et je regrette une chose, c'est que beaucoup de Maghrébins ne vont pas à la source de l'islamophobie du gouvernement. Parce que le gouvernement français n'est pas devenu islamophobe comme ça, par goût ou par folie. Pas du tout. Moi, je pense que si de la classe politique française, après tout, les Français, les politiques français, s'ils peuvent pacifier les relations avec les minorités musulmanes, pourquoi pas? D'ailleurs, la France est perdante dans cette histoire. Parce qu'au lieu d'intégrer, regardez les autres pays, par exemple, comme le Canada, l'Allemagne, l'Angleterre, ils ont une forte minorité musulmane. Et cette minorité musulmane, elle est active. Elle participe aux destinées du pays sur tous les plans, économiques, médiatiques, politiques, etc. Enfin, je veux dire, il y a par exemple en Allemagne, il y a des responsables politiques qui sont d'origine turque. En Angleterre, le maire de Londres est un musulman, enfin d'origine pakistanaise ou indienne, enfin, etc. Enfin, je veux dire, au Canada, c'est pareil, j'ai vécu à Montréal. Enfin, mais en France, c'est le seul pays où il y a une forte minorité qui a tout fait et qui fait tout pour rendre la vie impossible aux Maghrébins, aux musulmans. Tout. Tout ça parce qu'un lobby ne veut pas de cette concurrence. Moi, j'ai assisté, si vous voulez, pourquoi je soutiens cette thèse, c'est que dès les années 90, j'ai assisté en suivant, malheureusement à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc je n'avais pas la possibilité de m'exprimer. Et lorsque j'ai voulu écrire Le Printemps des Sayanim, je me suis retenu jusqu'à ce que je quitte la franc-maçonnerie. Parce que il y a toute une part de Printemps des Sayanim qui est liée à la franc-maçonnerie. Et donc, je ne pouvais pas le faire tant que j'étais franc-maçon. Mais en fait, la politique qu'on voit aujourd'hui a été initiée dès les années 90. Et ce que je regrette aussi, c'est que beaucoup de Maghrébins, parce que en général, les Maghrébins se sont divisés en quelques groupes que je vais essayer de résumer, en deux groupes principaux. Il y a ceux qui s'en sortent bien,
c'est-à-dire ils sont médecins, avocats, ingénieurs. Il y a des dizaines de milliers, peut-être des centaines de milliers. Ces gens-là ont subi dans leur chair la propagande. C'est-à-dire, c'est quoi la propagande du système initié par le lobby? C'est qu'à partir des années 90, on a réussi à introduire, grâce à des gens comme Gilles-William Goldnadel, Elisabeth Badinter, Elisabeth Lévy, etc., 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 on a réussi à introduire dans, comment dire, dans même presque dans l'inconscient des Français, que l'islam est un problème, que les musulmans ne sont pas assimilables, ne peuvent pas être patriotes, que le voile, c'est quelque chose qui est anti-républicain. Et on a réussi. Moi, d'ailleurs, je tire mon chapeau pour reconnaître le lobby judéo-sioniste. C'est vrai que ça lui a pris 20-30 ans pour mener à bien son projet, mais il l'a réussi magistralement. Aujourd'hui, en France, chez presque la majorité, enfin la presque totalité des Français, il y a, même si on est, enfin, je veux dire, quand LFI, par exemple, défend le voile ou la baya, il y a quand même à l'aise. Il n'y a pas cette, comment dire, cette assurance qu'on est dans le bon droit. Il y a un malaise chez les gens parce qu'on a réussi à leur enfoncer dans la tête l'idée que les musulmans ou les maghrébins ne peuvent pas être des Français comme les autres, des patriotes comme les autres. Et donc, il y a beaucoup de citoyens musulmans qui ont réussi et qui ont intégré cette idée. Malheureusement, c'est-à-dire, ils se sont dit, oui, c'est vrai, on va essayer comment dire, peut-être pas de raser les murs, mais de se faire discret. D'ailleurs, Manuel Valls, il a dit un jour, il a dit quand il était Premier ministre, les musulmanes qui portent le voile doivent le faire discrètement, alors que porter la kippa, on doit la porter fièrement. Voilà. Donc le musulman, s'il manifeste sa religion musulmane en dehors, il doit le faire de manière discrète, parce qu'il est invité ici, il n'a pas sa place entièrement. Alors que le juif, oui. Regardez par exemple comment la communauté juive, vous savez, il y a la fête des Lumières au mois de décembre. D'accord? Pendant 8 jours. Pendant 8 nuits, les Juifs, dans toutes les villes de France et à Paris, ils font des chandeliers de 3 mètres de haut. De 3 mètres de haut. À la Tour Eiffel, à l'Opéra. Et ils vous crèvent les yeux. Et ils le font de gré ou de force. Et vous fermez votre gueule. Voilà. Parce que c'est comme ça. La laïcité, quelle laïcité? La laïcité, c'est pour les bougnoules. La laïcité, c'est pas pour le peuple élu. Eux, ils peuvent se le permettre. Et ils le font avec impudence, avec arrogance. Et vous verrez au prochain mois de décembre, suivez mon actualité, dans toutes les grandes villes, mais les meilleurs endroits, et avec la présence des autorités, du préfet, du maire, du député qui s'inclinent, qui s'aplatissent. Est-ce que les musulmans oseraient faire ça? Alors, Monsieur Cohen, avant de continuer, Oui. il y a une première réaction là tout de suite. Samsoul, salam alaikum. Wa alaikum salam. Bonsoir, Monsieur Cohen. J'avais une question. Moi, ce qui m'interroge, c'est qu'est-ce qui explique cette différence et pourquoi cette main prise sur la France et pas, par exemple, sur le Royaume-Uni, comme vous avez cité juste auparavant? Ah oui.
Parce qu'il se trouve que, bon, d'abord, la France a une tradition. Il y a deux réponses. Enfin, oui, il y a deux réponses. La France a une tradition raciste. Voilà, bon, ça vient de les guerres coloniales, mais même, je veux dire, par exemple, l'Angleterre a eu des colonies, mais l'Angleterre n'a jamais fonctionné chez elle, par exemple. Il n'y a jamais eu, ou très très peu, de ratonnade. Enfin, je veux dire, enfin, en Angleterre, il n'y a pas eu, par exemple, l'équivalent du 17 octobre 1961. En Angleterre, moi j'ai vécu un peu en Allemagne, j'ai vécu au Canada, il n'y a pas cette tradition d'humilier le musulman. Vous savez, moi j'ai fait pendant des années, j'ai été étranger en France. Donc j'étais obligé de faire mes cartes de séjour. Les humiliations que j'ai subies, que d'autres des milliers ont subies. Mais c'est absolument dingue. Moi j'ai vécu aussi un peu en Allemagne, étranger. J'ai eu affaire à la police pour les papiers, mais la différence est le jour et la nuit. La France a une tradition raciste et xénophobe, et surtout vis-à-vis de l'arabe, vis-à-vis du musulman, ils ont libre cours. Ils peuvent insulter. Je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée à Paris en 1969. J'étais avec un copain, je descendais le boulevard Saint-Michel au niveau de la Sorbonne. Bon, il faisait beau, on marchait. Le copain était marocain, typé arabe. Bon. Et il y avait une vingtaine de flics devant la Sorbonne et l'officier qui les commandait était devant. Et on marchait et l'officier, il a fait un croche-pied à mon copain marocain qui s'est étalé par terre et les autres ont rigolé. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Mais le copain s'est relevé et on est parti, on a fermé notre gueule. Parce qu'on savait que si on avait dit un mot, il nous faisait rentrer dans le car et il nous tabassait. Mais ça, ce sont des choses que je n'ai jamais vues au Canada et en Allemagne, qui n'existent pas en Angleterre. C'est-à-dire que la France a une tradition, malheureusement, c'est un fait. Elle a une tradition raciste et xénophobe, et surtout vis-à-vis des Arabes et des musulmans et des Maghrébins. Bon, ça, c'est une première réponse. La réponse vient du fait que de l'existence d'un lobby ici en France qui n'a pas l'équivalent en Grande-Bretagne, qui n'a pas l'équivalent aux États-Unis, qui, comment dire, qui a pénétré le cœur du système. Le cœur du système, ça veut dire, par exemple, l'écriture, l'édition, la politique, l'économie, la publicité, par exemple. Je vais vous donner juste un exemple. Publicis appartient à des juifs sionistes, ça veut dire pratiquement 50% du marché publicitaire. D'accord? Une de ses propriétaires, Elisabeth Badinter, a déclaré à la télévision: j'ai le droit d'être islamophobe. Mais qui va la critiquer? Essayez de dire je suis judéophobe et vous allez voir ce qui va vous arriver. Donc il y a la différence entre l'Angleterre et la France, c'est que d'abord l'Angleterre n'a pas une tradition raciste, xénophobe, et l'Angleterre n'a pas ce lobby qui, vous savez, par exemple, l'infiltration des Sayanim dans les médias, dans la politique, dans la publicité, etc., ont donné ont formaté la classe médiatique et politique à être islamophobe. Ça veut dire à accueillir l'islamophobie comme allant de soi. C'est ça, voilà la différence. Et c'est pour ça que la France est un cas particulier. Moi, je me souviens, juste une illustration. À une époque, dans les années 90, je lisais Libération. Et à l'époque, bon, c'est vrai que Libération, c'était quand même pas le Libération d'aujourd'hui, mais enfin, était quand même beaucoup moins, bon, beaucoup plus indépendant, etc. Et il avait ce qu'on appelle, chaque jour, il y avait un cahier spécial. Et le lundi, c'était
le cahier de l'emploi. Et il avait fait un numéro spécial sur les Maghrébins qui quittaient la France pour aller travailler à Londres, à New York, etc. Mais que des diplômés. Parce que en France, moi j'ai vécu au Canada, enfin je veux dire, je sais comment ça se passe. Je veux dire, vous êtes maghrébin, ce que vous voulez, vous portez la barbe hindoue, enfin, sikh, ce que vous voulez, on regarde ce dont vous êtes capable. En France, vous appelez Mohamed, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine. Donc il y avait des milliers, et il racontait l'histoire de milliers de Maghrébins qui allaient, diplômés. Mais ça, vous imaginez la perte pour la France. Parce que qu'est-ce qui reste en France? Bon, c'est vrai qu'il reste il y a pas mal de diplômés quand même, mais qui ne se sentent pas, il y a quand même un malaise. Ça veut dire qu'ils savent qu'il y a un plafond de verre, voilà, quelque part, quel que ce soit dans le média, etc. Voilà la différence. Voilà pourquoi la France, c'est un cas particulier. Et aussi, je dois dire aussi que la réponse des Maghrébins, enfin, en général, n'est pas à la hauteur du défi qu'il aurait lancé. Voilà. Voilà, par exemple, vous savez, on a adopté. Oui. Avant de continuer, juste peut-être Samsoul va réagir sur ce que vous avez dit et peut-être rebondir. Samsoul. Ouais, rapidement, merci Warid. Puis en plus, je vais devoir vous quitter un peu plus tôt aujourd'hui, là dans quelques minutes. Mais pour rebondir à tout ça, Monsieur Cohen, est-ce qu'en fin de compte, c'est une fatalité ou est-ce qu'on peut envisager quelque chose qui pourrait évoluer? Et si oui, est-ce que ce sera obligatoirement sur un modèle anglo-saxon? Bon, moi, je ne vois pas d'évolution à court terme ou à moyen terme. Quand je dis à court terme, moyen terme, ça veut dire en termes de 5-10 ans. Voilà. Moi, je pense que dans l'état actuel des choses, je pense que la communauté maghrébine va avoir besoin d'une génération avant d'envisager d'avoir des vrais droits. Voilà. Parce que je n'ai pas l'impression que la communauté maghrébine, d'abord, a pris conscience. Vous savez, tout à l'heure, quand j'ai dit ces dizaines de milliers ou centaines de milliers de Maghrébins qui sont, comment dire, qui sont bien, enfin, je veux dire, qui ont une bonne situation, etc. Mais eux, ils se disent, grosso modo, il ne faut pas faire des vagues. Voilà. À la différence, voilà la différence avec le CRIF. C'est ça la différence. Et j'avais dit dans cette conférence de Marseille en 2015, vous savez, n'ayez pas honte. Regardez comment fait le CRIF et prenez exemple. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ils savent bien travailler. Au CRIF, et ils ne font pas la différence entre religieux, laïcs, de gauche, de droite, ashkénaz, ce que vous voulez. Ils sont tous unis pour un même but, dans un même objectif, dans un même combat. Et les Maghrébins, la différence, c'est que eux, quand ils réussissent, se disent bon, il vaut mieux ne pas se montrer trop. Voilà. C'est comme un réflexe conditionné. Ils n'ont pas réussi à se libérer de cette, on va dire, je sais pas, de ce complexe qu'on pourrait assimiler au complexe du colonisé. Voilà. Je vais vous donner l'exemple, je reviens sur l'histoire de la jupe longue. Vous savez, en 2015-2016, j'avais proposé de faire, à l'époque j'avais une certaine notoriété dans les médias, etc. Et je faisais beaucoup de conférences sur le thème. Et j'avais dit que il faudrait, enfin, je proposais une journée de la jupe longue, c'est-à-dire rien n'interdit aux lycéens et aux collégiennes musulmanes de porter une jupe longue. Donc, on va créer une journée, par exemple, mettons le 3 mai, et on envoie 50 000 lycéens et collégiennes avec une jupe longue. Et là, on met le ministère devant le choix suivant. Vous allez mettre 50 000 lycéennes à pied? Et alors, sinon, il y a les tribunaux, il y a l'Europe, etc. Et on fait du boucan.
Et malheureusement, cette initiative n'a pas été relayée. Voilà, et donc, elle a, comment dire, elle est perdue dans les oubliettes. Bon, voilà. Donc, en fait, bien sûr, il y a des Maghrébins qui réagissent, ici ou là, des associations, etc. Mais il n'y a pas une force de frappe. Il y a quand même 7 ou 8 millions enfin, de musulmans en France. Enfin, je veux dire qu'ils peuvent constituer une force de frappe extraordinaire. Voilà, par exemple, enfin, je veux dire, cette année, il y a eu 2 pères de famille d'origine marocaine qui ont été expulsés, alors que leur famille est en France. Leurs enfants sont français, sont en France. Mais comment une communauté peut accepter une chose pareille? Voilà, c'est ça le drame. C'est, vous savez, dans la dialectique, là, il y a la relation de maître à esclave. Pour qu'il y ait un maître, il faut qu'il y ait un esclave. Voilà, je regrette de le dire brutalement, mais pour qu'il y ait un maître, il faut qu'il y ait un esclave. Et l'esclave, eh ben, il joue son rôle d'esclave. Voilà. C'est pour ça que je n'ai pas. Et donc, si pour continuer, enfin, si, à moins qu'elle veuille. Non, non, elle a eu sa réponse. D'ailleurs, je crois qu'elle nous a quittés parce qu'elle. Voilà, par exemple, la baya, voilà. Voilà encore une maltraitance des Maghrébins. C'est-à-dire, d'abord, j'ai dit tout à l'heure, l'islam sert de variable d'ajustement au pouvoir. On a un problème, on sort la baya. Justement, donc, juste, je peux rebondir là. Justement, selon vous, cette loi qui est arrivée là, juste avant la rentrée, bien sûr, c'est encore une fois pour pointer du doigt la communauté musulmane, les Maghrébins. Voilà. C'est-à-dire, d'abord, détourner l'attention probablement d'autre chose. Voilà. Donc, on donne un os à ronger aux médias, aux partis politiques, là-bas, alors que, manifestement, combien de filles portaient une abaya? Franchement. Et puis, encore une fois, pointer du doigt une communauté qu'on rend responsable pour un vêtement porté par quelques centaines de filles ou quelques milliers. Voilà. Et donc, les mettre dans une situation où elles sont mises à l'index. Encore une fois, cette communauté qui ne peut pas vivre selon les valeurs de la République, etc. Et on ressort tous les discours et tout et tout. Donc, malheureusement, c'est juste, vous savez, tant que les Maghrébins, tant que les musulmans ne montreront pas une capacité de résistance, d'union, de lucidité, de résistance et d'arrogance, eh bien, on subira et subiront de temps en temps, régulièrement, ce genre de, comment dire, d'oppression, parce que c'est une oppression, finalement. La laïcité, encore une fois, je reviens sur. Vous savez, combien de gens savaient, vous savez, il y a une école religieuse à Aix-les-Bains, très connue au Maroc, parce qu'il y avait, dans les années 50, on parlait de cette yeshiva, ça veut dire de cette école religieuse qui formait des rabbins. Mais pendant des décennies, la piscine municipale d'Aix-en-Provence réservait des horaires spéciaux aux étudiants de cette yeshiva pour nager sans être en contact avec les chrétiens, avec des non-juifs. Alors, moi, je pose la question. Pourquoi, vous savez, j'avais décrit comment l'Union des étudiants juifs travaillait, entre autres, enfin, c'est une façon de travailler. Elle faisait des cellules de veille, c'est-à-dire, elle avait des types, mettons par exemple 5 ou 6, dans une pièce avec des ordinateurs, etc. Et pendant 3-4 heures, et qui se relayaient. 3-4 heures, ils cherchaient
toute information qui pouvait les arranger pour lancer la chasse. Si par exemple il y avait une phrase de travers sur Israël, sur la Shoah, sur la traque de tout ce qui bouge. Pourquoi, par exemple, il n'y a pas eu de la part des, je sais pas, d'associations, des autorités, ce que vous voulez, maghrébines ou musulmanes, un matraquage sur cette affaire des piscines. Je vais vous donner un autre exemple, plus proche, en 2018 ou 2019. Vous pouvez vérifier, c'était au mois de mai dans Le Parisien. La fac de droit de Créteil a reporté un examen de droit parce que quand elle l'avait décidé, on s'est rendu compte qu'il tombait sur une fête juive. D'accord? Sur une fête juive. Elle a reporté. Et il y avait des étudiants qui disaient, mais moi j'ai pris un billet d'avion, mais moi je ne pourrais pas assister. Moi j'avais prévu pour passer l'examen le 7 mai, je ne peux pas le faire le 19 mai. Ok, moi j'avais publié, peut-être j'avais fait une vidéo, etc. Où étaient les Maghrébins? Pourquoi les Maghrébins n'en ont pas fait une affaire d'État? Voilà ce que je reproche aux Maghrébins. Pourquoi ils n'ont pas pris cette affaire et pendant un mois, ils auraient matraqué les médias, les trucs, le gouvernement, etc., etc. C'est comme ça qu'ils travaillent, les Juifs. Voilà comment ils travaillent. Pourquoi ils n'ont pas fait ça? Voilà une affaire qui aurait détruit tout l'édifice de la laïcité, etc. Et là, c'était dans Le Parisien. Voilà. Ah, mais c'est un très bon exemple, effectivement. Mais voilà, mais oui. on peut constater quand même que cette communauté a beaucoup plus de poids et de même si c'est une minorité. Elle a plus de poids parce qu'elle prend le poids. Oui, bien sûr. J'entends, 7 millions de Maghrébins pourraient prendre ce poids-là. Oui, bien sûr. Et on en a déjà discuté de ce sujet, Monsieur Cohen, et vous savez très bien qui est la fameuse question du général Delaware sur CNews, qui appartient la meute médiatique, d'accord? Oui, donc oui, on est d'accord. Donc à ce sujet, donc il y a quand même un poids important qui influence les instances étatiques. Aujourd'hui, c'est un constat. Et vous le dites très bien. Là-dessus, Wally, le poids, et se le sont faits. Ils n'étaient pas ils n'ont pas hérité de ce poids-là. D'ailleurs, vous savez, les Juifs dans les années 20 et 30 en France, et ils ne la ramenaient pas. D'accord? Dans les années 50, 60, ils ne la ramenaient pas trop. Voilà. Donc, ils sont organisés et ils sont infiltrés, ils ont créé le corps des Sayanim, etc. Et petit à petit, ils ont gagné leur galon. Non, il faut dire ce qu'il est. Voilà. Ils ont gagné leur galon. Et les Maghrébins n'ont pas su le faire, ou ils ne savent pas le faire. Voilà. Je pense ils auraient pu, avec cette affaire de la fac de droit de Créteil, mais pas, comment dire, pas juste passer comme ça. Peut-être qu'ils en ont parlé. Peut-être. Moi, en tout cas, j'en ai parlé. Je l'ai publié, etc. Mais il aurait fallu en faire une affaire d'un mois. Voilà. Très bien. Très bien. Le message est passé. Il y a certains commentaires où, votre discours, il n'y a pas de souci avec ça. Je l'entends. Vous l'avez déjà répété à plusieurs reprises. L'organisation de la communauté musulmane ou maghrébine laisse à désirer, n'est pas assez structurée pour avoir du poids aujourd'hui sur la scène médiatique, politique, tout ça. Voilà.
On va aller sur un autre sujet d'actualité. Donc, merci pour avoir développé sur le sujet de l'interdiction de l'abaya. Vous avez certainement dû entendre, bien sûr, du putsch militaire au Gabon. Et Oui. donc, alors je ne sais pas si ça a fait ricochet après, bien sûr, ce qui s'est passé au Niger. D'accord. J'ai essayé de me renseigner et bon, je ne suis pas. Oui, oui. Avant de développer, juste à rappeler simplement que le Gabon, donc, c'est la famille Bongo qui est à la tête de ce pays depuis 1967. Le père est décédé, je crois, en 2009 et le fils donc a pris le relais et a été réélu dernièrement, je crois, le 26 août. Et donc le putsch est arrivé le 30 août. Donc voilà. Donc aujourd'hui, c'est le général Brice Oligui Nguema qui aurait le pouvoir à l'heure actuelle. Aucune réaction apparemment des pays voisins jusqu'à présent. Comment va réagir la communauté internationale à un énième putsch militaire sur la scène africaine? Alors apparemment, c'est un coup d'État cachère. Halal. Voilà. D'accord. Autorisé, c'est ça? Voilà. C'est-à-dire que d'après ce que j'ai pu. Enfin, ma conclusion ce soir, c'est de dire que c'est un coup d'État cachère. C'est un coup d'État halal. C'est-à-dire admis, probablement organisé par la communauté, par la France, avec le soutien de la communauté internationale. Parce que déjà, par exemple, la France, la réaction de la France était nous suivons avec attention ce qui se passe. Bon, il n'y a pas eu l'hystérie qui s'est développée avec le Niger. Parce qu'avec le Niger, la France savait très bien que le coup d'État était contre ses intérêts, contre sa présence. D'où la réaction violente et même la menace d'une intervention armée. Et donc là, on dit non, on regarde. Une autre réaction intéressante, c'est que le ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, Joseph Borrell, il a dit le coup d'État suit des élections apparemment trafiquées. Tiens. Depuis quand l'Union, alors que toutes les élections qui ont eu lieu au Gabon ont toujours été trafiquées. Aucune élection, enfin, je veux dire, c'est comme, c'est connu, archi connu, etc., etc. Et donc, ça prépare les esprits pour dire, finalement, le coup d'État répare une injustice électorale. Bon. Et donc, apparemment, bon, il y a eu, si le général qui avait dit les élections ont été truquées, il y avait un opposant. Pourquoi ils n'ont pas demandé au tribunal arbitral de recompter les voix et de donner et de nommer le candidat de l'opposition à la présidence? Alors, il semble, en tout cas moi, comment dire, je suis arrivé à la conclusion de ce que j'ai entendu. Hein. Je ne suis pas du tout. Enfin, j'écoute des journalistes africains, des sites africains, etc. Et je me suis fait disons, l'opinion suivante, c'est que ce coup d'État a été préparé un peu précipitamment pour éviter un véritable coup d'État. Et d'ailleurs, ce n'est pas le premier coup d'État pro-gouvernemental. Il y a 2 ans, il y a eu un coup d'État au Burkina Faso fait par la France dans l'intérêt de la France. Et c'est ce coup d'État qui a été renversé par un autre coup d'État. Donc tous les coups d'État ne se ressemblent pas. Au Tchad, par exemple, il y a eu un coup d'État. Quand le président Déby est mort dans une embuscade, quelque chose comme ça, Macron est arrivé et a installé son fils
en opposition aux dispositions de la constitution tchadienne. Donc, ce que racontent les Occidentaux, les droits de l'homme, la démocratie, c'est du bullshit. Voilà, c'est juste, quand ça les arrange, comment dire, ils en appellent à la démocratie. Mais depuis quand il y a des élections? Déjà, aux États-Unis et en France, on se pose des questions sur l'authenticité des élections, sur la légitimité des élections, du système électoral. Alors, imaginez ce qui peut se passer en Afrique. Bon, et on le sait d'ailleurs. Enfin, je veux dire, quand des gouvernements, Gabon, Omar Bongo a été réélu pendant 40 ans. Enfin, on le sait, donc c'est un secret de polichinelle. Donc, à mon avis, jusqu'à preuve du contraire, il y aurait eu ce coup d'État pour empêcher quelque chose qui aurait pu arriver de beaucoup plus grave, et donc pour sauvegarder les intérêts de la France. Ceci dit, bon, c'est toujours ça de prix, c'est-à-dire on rentre dans un processus qui, pour moi, me paraît irréversible, c'est-à-dire de renversement des gouvernements qui sont pro-français et qui vendent leurs matières premières à la France pour 4 sous. Le Gabon, c'est un pays de 2 millions d'habitants. Il a des richesses incroyables, incomparables. Et 80% des Gabonais vivent dans la pauvreté. Alors que ce pays pourrait distribuer 10 000 $ à chaque famille gabonaise par an. D'accord? Rien que s'il vendait correctement son pétrole et enfin ses richesses incroyables, incommensurables. Donc c'est quand même, il y a une panique qui est en train de s'installer dans les pays africains, enfin dans les pays qui sont encore soumis à la France-Afrique. Et même, enfin, s'il s'avère que ce coup d'État est un coup d'État manigancé par la France pour sauvegarder l'essentiel, il n'en demeure pas moins qu'il montre qu'il y a urgence à changer les choses, ou en tout cas à donner l'illusion qu'il y a un changement des choses. Et donc, fatalement, un jour ou l'autre, d'autant plus que, voilà, le Niger, on s'est rendu compte que la CEDEAO, c'est un organisme qui est au service de la puissance française, de la puissance occidentale. Donc, la CEDEAO s'est décrédibilisée. Les chefs d'État comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire se sont vraiment décrédibilisés, se sont humiliés. Et il y a quand même un vent de panique qui est en train de souffler dans ces régions. Ce qu'il faut voir, en fait, c'est la tendance, c'est-à-dire la tendance de fond. Et la tendance de fond, c'est vraiment la remise en cause de la France-Afrique. Même si on doit passer par un... vous savez, les communistes disaient on ne peut pas passer de la féodalité à la révolution prolétarienne, il faut une révolution bourgeoise entre les deux. Donc, c'est une étape. Bon, c'est théorique, mais enfin, on peut appliquer ce principe. C'est que le Gabon, ça serait une étape, mais en tout cas, jusqu'à présent, je pense quand même que c'est un coup d'État fomenté par la France pour consolider ce qui reste de son pouvoir. Voilà. Alors, enfin, justement, va se passer. Ouais, justement, donc, comment dirais-je, 8 coups d'État fomentés en ces 5 dernières années. Oui. Et celui-ci, en l'occurrence, on peut se poser quand même des questions parce que apparemment, de ce que je viens de comprendre et je viens de lire là, ce serait un cousin de Ali Bongo qui aurait pris donc, qui aurait été donc le putschiste. Oui.
on est en droit de se poser des questions si c'est réellement un coup d'État ou c'est une relève à justement Oui, voilà, le système. à la Oui, famille Bongo. voilà, Ali Bongo était vraiment trop pourri. Alors on a dit, bon, écoute, on va s'en débarrasser. Et puis, bon, on va installer. Bon, ils ont quand même arrêté le fils de Ali Bongo pour Oui, bien sûr. corruption. C'était quand même un cousin et un proche du régime. Oui, oui, Ouais. oui. Donc, bon, ils vont faire le ménage un peu, enfin, bon, un petit peu, un semblant de ménage. Mais je pense quand même que, enfin, en tout cas pour le moment, ça reste comme j'ai dit. Après, on verra parce que c'est, c'est, c'est vraiment, ça évolue, bon, en 3-4 jours. Ça a beaucoup évolué au Gabon. Mais moi, ce qui me donne à penser qu'il y a une espèce de bénédiction de l'Occident, c'est qu'il n'y a pas du tout de réaction hostile, il n'y a pas du tout comment dire, d'appel à remettre un président élu, soi-disant élu, à la présidence, comme on fait avec le président du Niger, etc., etc. Voilà, très bien. En tout cas, il y a il y a des mouvements, ça ne s'arrête plus en Afrique, hein, jusqu'à où on pensait revoir Mohamed Bazoum au bout d'une semaine. Finalement, c'est toujours les putschistes qui sont à Non, la tête. lui, c'est fini. Voilà. Euh, donc, il y a des mouvements, hein, ça reste, voilà, ça, il faut suivre ce qui se passe de près et on va voir Voilà. l'évolution des prochaines semaines, ces prochains mois. Je pense qu'on va en D'accord. arrêter là ce soir. Très D'accord. bien, M. Cohen. Merci encore à vous et on À se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonne soirée. rendez-vous. Bonsoir, ciao. Au revoir. Voilà les amis, merci à toutes et à tous d'avoir suivi le Space. On en clôture ce soir donc deux sujets traités, l'interdiction de la Baïa, l'analyse de M. Cohen, ce sujet, on est d'accord, on n'est pas d'accord, et un petit mot sur le putsch militaire récent au Gabon, donc hein, le 8e en 5 ans sur le continent africain, donc ça commence à faire beaucoup. Il y a une volonté peut-être de changement de politique, de système en place en Afrique. On verra l'évolution ces prochaines semaines, ces prochains mois. Je vous donne rendez-vous bientôt, la semaine prochaine en tout cas c'est sûr, avec Monsieur Cohen et éventuellement avant ou après avec d'autres intervenants. Bonne soirée à tous. Salam alaikum.